Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est mercredi, que lisez-vous? Alors j'espère vraiment que le ridicule ne tue pas parce que là je crois qu'on atteint des sommets. Kelly, c'est de ta faute. J'ai ressorti un accessoire. En fait, je savais que je l'avais depuis très longtemps, mais je voulais attendre pour l'utiliser parce qu'il correspond à une des lectures que j'ai faites cette semaine. Donc voilà, c'est pour ça que je le porte aujourd'hui. Alors j'ai continué un petit peu dans le ridicule en mettant une magnifique robe coupe taille empire, donc ce qui fait que j'ai l'impression d'être en chemise de nuit, en cheveux, avec une couronne sur la tête. Voilà, superbe, superbe. Bref, allons-y. Je me suis rendu compte aussi en préparant les livres pour vous faire cette vidéo que j'allais vraiment peiner à vous parler de mes 2 premières lectures qui remontent à plus de 2 semaines. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, c'est une catastrophe. Je sais pas du tout comment je vais réussir à vous parler de ces lectures. On verra ce que ça va donner. Je commence très vite. Juste avant de vous parler de ça, je voulais vous rappeler que le blog fête ses 7 ans. Depuis hier et ce jusqu'au 5 juillet. Il y a plein de cadeaux à gagner, des livres et des goodies en tout genre. Ça a commencé hier. Les 3 premiers lots entre guillemets ont été révélés. Pour l'instant, vous êtes une quarantaine de participants, je vous remercie. Et pour ceux qui ont envie de participer, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Il y a une petite énigme à résoudre, mais apparemment c'est assez simple puisque tout le monde a réussi à la trouver. Voilà, petite précision aussi, j'ai une sorte d'extinction de voix, j'ai mal à la gorge depuis 2 ou 3 jours, ce qui fait que je risque de tousser pas mal pendant la vidéo, donc je suis désolée. Et j'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout de la vidéo en ayant une voix assez forte jusqu'au bout. Voilà, allez c'est parti, je ne perds pas de temps. La dernière fois, j'étais en train de lire L'Ouroboros d'argent d'Ophélie Bruno aux éditions du Chat Noir. Donc j'ai évidemment terminé cette lecture depuis pas mal de temps, je l'ai terminée avant les Imaginales, puisque je voulais en parler avec son auteur pendant le festival. Alors, au début, je vous disais que ça partait vraiment très bien, que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé le style. Déjà, je trouvais qu'il y a eu un ton assez humoristique, c'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé la mythologie autour des loups-garous, ça se passe en France. J'ai bien aimé les personnages que j'ai trouvés charismatiques, intéressants, etc. Mais par contre, j'ai été un petit peu déçue par la chute. Alors, je ne peux pas trop vous expliquer sans vous spoiler, donc je vais essayer de rester assez vague. Je suis désolée si c'est pas très clair, mais bon, je ne vais pas vous donner des éléments clés. En fait, pendant 200 pages, parce que je sais plus, oui, le livre fait un peu plus de 250 pages. Alors pendant 200 pages, en fait, si vous voulez, l'intrigue monte en intensité. Il y a en gros, il y a 2 groupes de personnages, et ces 2 groupes de personnages s'affrontent. Et pendant les 200 premières pages, on sent vraiment une tension entre eux, c'est même violent, il y a des scènes assez dures, de torture, etc. Et puis, vers la page 200, il se passe quelque chose d'assez dramatique, je peux pas vous en dire plus. Et là, paf, tout retombe. Cet événement dramatique fait que tout ce qui s'est passé avant, finalement on l'oublie. Ça règle un petit peu toute l'histoire et puis tout le monde repart chez lui comme il est venu, voilà, en oubliant pratiquement tout ce qui s'est passé avant, alors que quand même il y a eu des choses assez intenses. Voilà, donc en fait j'ai été un petit peu désappointée par cette tournure, parce que je m'attendais pas du tout à ça, et oui, je trouvais qu'il y avait une telle tension, une telle intensité pendant les 200 premières pages que ça retombe comme ça d'un coup, voilà, ça m'a surprise. Après, c'est peut-être juste moi que ça a gêné, et ça ne gênera pas les autres lecteurs, mais c'est vrai que j'ai été surprise, voilà. Par contre, j'ai été surprise dans le bon sens, parce que quand on lit la 4e de couverture, on a l'impression que 2 des héros, Axel et Célia, on a l'impression qu'ils vont se rencontrer et que ça va faire des étincelles, mais qu'il va y avoir comme une sorte d'histoire d'amour derrière. C'est un petit peu ce qu'on peut s'attendre des livres en urban fantasy ou ce genre de choses, c'est quand même ce qui arrive assez souvent. Et alors là, pas du tout. Donc c'est une agréable surprise, parce que moi j'en ai marre qu'il y ait des histoires d'amour entre 2 personnages qui ont des fortes personnalités, etc. Donc là, merci, ça ne se passe pas. J'étais agréablement surprise par cette tournure. Voilà, en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, jusqu'à la chute, quoi, jusqu'au dernier quart.
voir un peu moins du texte. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est vrai que ça m'a surprise et pas forcément dans le bon sens. Mais quand même, intrigue sympa, c'est dynamique, c'est bien écrit, les personnages sont intéressants. Voilà, il y a juste cette chute que je n'ai pas comprise. Le tome 2 de Hanté de Maureen Johnson, chez Michel Lafon. Alors, je me suis rendu compte que, même si j'ai bien aimé sur le coup ma lecture, donc ça remonte à 1 semaine et demie, je suis incapable de vous résumer l'intrigue. Alors par contre, là je vous préviens, je vais spoiler à fond sur le premier tome. Donc si vous n'avez pas lu et si vous comptez le lire, passez un petit peu plus loin. J'essaierai de vous mettre en bandeau si je n'oublie pas à partir de quand vous pourrez revenir. Alors, c'est l'histoire donc de Aurora, surnommée Rory, qui est donc dans un lycée à Londres, un lycée privé, et en fait à la fin du premier tome, elle a été attaquée par l'éventreur, qui était en fait un fantôme, et qui a essayé de la tuer. Donc elle revient dans le lycée quelques semaines après cette attaque. Elle a été très affaiblie, elle est traumatisée par cette épreuve, bon ça peut se comprendre, c'est sûr. Et qu'est-ce qui se passe pour Aurora ? En fait, elle se rend compte qu'elle a un pouvoir assez étrange, maintenant, depuis l'attaque de l'éventreur. Grâce à son seul toucher, elle arrive à tuer les fantômes. Enfin, les tuer pour de bon, quoi. Les faire passer de l'autre côté, s'il y a un autre côté. Voilà. Donc, ce pouvoir attire beaucoup de gens, dont la Brigade des Ombres, qu'on avait déjà rencontrée dans le premier tome. Et en fait, ils ont envie un petit peu de se servir d'Aurora, de Rory, pour qu'elle puisse se débarrasser des fantômes qui mettent un petit peu le bazar dans Londres. Voilà. Mais Rory, elle n'a pas forcément envie, elle aimerait bien qu'on arrête de lui dire ce qu'elle doit faire, elle a envie de faire ses propres choix, etc. Voilà. Dans Londres, qu'est-ce qui se passe ? Justement, à cause de l'explosion qu'il y a eu lors de l'agression de Rory dans le lycée, en fait, l'explosion a eu lieu à un endroit clé, ce qui fait que ça a fait sortir plein d'autres fantômes. Et ces nouveaux fantômes sèment un petit peu la zizanie dans Londres, pas très loin du lycée de Rory. Donc, elle mène un petit peu l'enquête, etc. Donc ça, c'est un petit peu la première partie de l'intrigue. Et là, ce que j'ai pas compris, c'est que dans la deuxième partie de l'histoire, on a l'impression qu'on change complètement d'intrigue. En fait, Rory, elle tombe sur une femme qui, a priori, veut l'aider, et qui en fait se révèle pas si sympa que ça, donc elle se fait embrigader dans une sorte de secte, etc. Et en fait, j'ai bien aimé l'histoire, mais j'ai été vraiment très surprise en me rendant compte que on pouvait vraiment couper ce tome en deux, comme s'il y avait vraiment deux histoires différentes. On commence donc dans la première partie avec ces histoires de fantômes que Rory on aimerait bien qu'elle aille les toucher pour les tuer définitivement. Et dans la deuxième partie, on se retrouve avec cette histoire de secte, et j'ai pas compris forcément où était le lien. J'ai eu l'impression, quand on partait dans l'histoire de la secte, qu'on oubliait complètement la première partie de l'intrigue qui n'est pas résolue. Voilà, donc j'ai pas trop compris ce choix de l'auteur, mais sinon ça a été une lecture assez sympathique, assez agréable, pas transcendante, mais plutôt pas mal. Le premier tome m'avait déçu parce que, vu le pitch, je pensais vraiment que ça allait être une histoire liée à l'éventreur. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment un prétexte pour faire vendre, à mon goût. Et dans ce deuxième tome, comme j'avais pas forcément d'attente, j'ai pas été déçue. Voilà, j'ai apprécié ma lecture. J'aime bien le style, enfin en tout cas la traduction de Maureen Johnson. Je trouve ça assez fluide. J'ai vu sur internet qu'il y en a pas mal qui trouvaient qu'il y avait beaucoup de descriptions et que ça pouvait être assez contemplatif. Moi j'ai pas été gênée. J'ai pas trouvé qu'il y avait forcément des longueurs. C'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai lu ça avec assez de plaisir, mais c'est vrai que vous voyez, 1 semaine et demie, 2 semaines après, j'en ai pas retiré grand chose de cette lecture. Et voilà, c'est pas un truc extraordinaire. Mais c'est pas. En tout cas, c'est un deuxième tome qui m'a plus plu que le premier. Et je lirai la suite, puisqu'il y aura un tome 3, je pense que ce sera une trilogie.
Enfin bon, on verra, je lirai le tome 3 de toute façon. Voilà, donc sympa, mais pas transcendant et pas inoubliable, puisqu'une semaine et demie après, je peine à vous en parler. Le tome du Manoir de Evelyne Brizou-Pellen, chez Bayard Jeunesse. Alors ça, c'est une lecture vraiment jeunesse, pas young adulte comme Hanté juste avant. Et alors là, par contre, j'ai adoré, c'est un super coup de cœur. Je viens de publier ma chronique il y a à peine une heure, parce que j'étais en retard. C'est un livre que j'ai reçu pour l'opération Masse Critique de Babelio de la dernière fois. Normalement, on a un mois pour lire et chroniquer, et en fait, là, j'avais 1 ou 2 jours de retard, donc c'est pour ça que je me suis dépêchée de rédiger cette chronique, alors que les livres que je viens de vous présenter n'ont pas encore eu leur chronique écrite sur le blog. Mais ça va venir, je vous promets. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré cette histoire, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors c'est jeunesse, c'est l'histoire de Liam qui a 15 ans et qui débarque dans un manoir. Il sort d'un taxi un petit peu étrange, il débarque dans cette demeure vieille où il n'y a pas d'électricité, etc., où il y a des gens bizarres qui se promènent. Et en fait, a priori, ce sont ses parents qui l'ont envoyé ici en convalescence, puisque Liam sort d'un cancer assez éprouvant, il s'en est sorti, il est en rémission, mais comme il est très affaibli, très fatigué, ses parents l'ont envoyé dans ce manoir pour qu'il se repose, pour qu'il reprenne des forces. Donc, Liam, c'est un adolescent de 15 ans, que j'ai trouvé vraiment super sympa à suivre. Je me suis vraiment beaucoup attachée à lui. Il a un côté très mature, puisque bon, il a quand même traversé une épreuve assez difficile, mais aussi un côté assez enfantin. Il a 15 ans, et lui, tout ce qu'il veut, c'est sortir au plus vite de ce manoir pour retrouver sa famille, ses 2 parents et son petit frère. Au début, il peine à s'habituer à la vie au manoir, puisque donc il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas internet, il n'y a pas le téléphone, donc il ne peut pas contacter ses parents, le courrier est interdit, il y a plein de petites choses comme ça, donc il se sent vraiment seul. Et au fil des pages, il va se rapprocher des autres pensionnaires qui sont très étranges, et en fait, Liam croit que le manoir accueille une partie un petit peu psychiatrique avec des personnes qui ont des troubles de la personnalité. Par exemple, on a un homme qui s'appelle Léonidas et qui se prend pour le roi de Sparte. On a une jeune fille qui est habillée à la façon Moyen-Âge du XVe siècle, vous savez, avec les grands chapeaux pointus comme les fées. D'ailleurs, il croit au début qu'elle a un costume de fée. Vous avez aussi l'homme qui est habillé comme un pirate, qui joue aux cartes. Voilà. Donc, tout plein de petites personnalités qui ont l'air un petit peu dérangées, et Liam pense que c'est des patients psychiatriques. Donc au début il a peur, il veut pas trop se lier à eux, et puis finalement il apprend à les connaître, et nous aussi. Et puis un jour, il y a une jeune fille qui débarque, qui s'appelle Cléa, et qui a à peu près son âge, et cette jeune fille, elle est vraiment très choquée par son arrivée au manoir. Les premiers jours, elle reste enfermée dans sa chambre, elle veut pas sortir. Et elle repousse tous les essais de Liam qui essaye de la faire sortir de son cocon, qui essaye de se lier d'amitié avec elle. Elle refuse, elle est très choquée. Donc on sait pas trop ce qui lui est arrivé à cette jeune fille, on va l'apprendre au fur et à mesure. Et on se rend compte qu'elle a une histoire assez troublante, assez triste, comme la plupart des patients de ce manoir. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le héros, que j'ai adoré suivre. Je me suis beaucoup attachée à tous. Et j'ai vraiment beaucoup aimé toute l'intrigue autour des fantômes, tout ce qui se passe dans ce manoir, puisque on se rend compte qu'au sous-sol, il y a des fantômes. Et je vous en dis pas plus, mais Liam découvre qu'il y a plein de choses bizarres dans ce manoir. Et ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, dès le début, on se doute de ce qu'est ce manoir, de pourquoi les gens y sont. Et en fait, au fil des pages, on commence à douter, parce que l'auteur casse un petit peu nos convictions. Et j'ai bien aimé ça, puisque à la fin, je me suis dit... je me suis bien fait balader quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. En fait, je pense que j'ai aimé tous les aspects. Je vous ai pas parlé aussi du style. En fait, Liam, c'est le narrateur principal, et je trouve qu'il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de second degré, et même s'il aborde des sujets qui sont très graves, puisque la mort est quand même sur le devant de la scène dans cette histoire,
avec des situations très délicates, très tristes. Comme Liam a un certain humour, une certaine ironie, bah ça passe super bien. Alors ça devient pas non plus très léger, c'est pas non plus super drôle, mais il y a un juste milieu, c'est ni larmoyant ni super léger, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un livre qui m'a procuré beaucoup d'émotions, c'est vraiment un petit bijou, j'ai adoré et j'attends la suite vraiment avec grande impatience. Le tome 2 apparemment sort en octobre 2013 et il sera consacré surtout à Cléa et à son histoire, puisqu'à la fin de ce tome on n'a toujours pas toutes les cartes en main, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, enfin on a quelques indices, mais je pense qu'on en saura plus dans le deuxième tome, puisque le deuxième tome s'appellera Cléa et la porte des fantômes. Donc a priori ça va être elle qui sera mise en avant. Voilà, et j'ai très très hâte de lire. Voilà, donc un gros coup de cœur pour ce manoir. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de la sélection de Caracas chez Robert Laffont dans la collection R. Donc vous voyez, la petite couronne là, c'est celle que j'ai sur la tête. D'où le choix de la couronne aujourd'hui. Alors, j'ai relu ma chronique du premier tome l'autre fois. Et en fait, sur cette chronique, j'avais été assez gentille, puisque j'avais dit que même si le premier tome avait plein de défauts, ça avait été une lecture assez détente, pas prise de tête. Sauf que je me rends compte que maintenant, ça fait 1 an que j'ai lu le premier tome, un peu plus, oui, je cherche toujours à me détendre quand je lis un livre, mais je cherche surtout à retirer quelque chose de ma lecture, à avoir quelque chose de consistant. Et dans la saga La Sélection, je trouve que c'est vide. Je vais pas dire que c'est mauvais, mais franchement c'est pas loin. Et ce deuxième tome, mais c'est une catastrophe. Alors je suis désolée pour les fans, mais franchement quand je prends du recul, alors oui ça se lit bien, oui c'est distrayant, etc. Mais quand on gratte un peu, quand on réfléchit 2 minutes sur le fond, mais il y a rien, que dalle, zéro. On nous vend une dystopie, donc un truc science-fiction. La science-fiction, ouais, ok, il y a 2-3 passages qui expliquent un petit peu l'univers, pourquoi le monde a été en guerre, etc., pourquoi la sélection, machin, mais franchement, c'est pas du tout développé. Donc voilà, l'aspect SF, que dalle. Et après, l'intrigue, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième tome ? Pas grand-chose. On est censé être dans un univers un petit peu télé-réalité, puisque dans ce deuxième tome, il reste 6 jeunes filles pour la sélection. Donc pour vous rappeler rapidement, en fait dans ce monde-là, les dirigeants, le prince doit choisir sa future princesse, et pour ça il organise un casting géant, et les princesses sont invitées, les candidates sont invitées au palais pour une sélection, et elles sont dans un jeu de télé-réalité. Voilà, donc dans ce deuxième tome il reste plus que 6 candidates, et elles sont censées avoir des épreuves pour montrer qu'elles sont belles, intelligentes, qu'elles peuvent être des futures dirigeantes exceptionnelles, etc. Alors déjà, l'aspect télé-réalité, je comprends même pas pourquoi on l'aborde, puisqu'on n'en parle pratiquement jamais. Apparemment, a priori, il n'y a aucune caméra en fait dans le palais. Il y en a quelques-unes a priori dans le parc, mais pourquoi on appelle ça télé-réalité si il n'y a pas de caméra ? Alors oui, apparemment une fois par semaine, il y a une sorte de bulletin où les candidates apparaissent donc à la télé aux yeux de tous, mais sinon, voilà, je vois pas où est la télé-réalité là-dedans. Donc déjà, ça c'est un point. Voilà. Et ensuite, les personnages, mais je les trouve creux et insupportables. Donc America, déjà, l'héroïne, dans le premier tome, je la trouvais pas forcément très attachante, mais alors là, elle m'a agacée de A à Z, du début à la fin. Donc, sans trop spoiler, en fait, America hésite entre 2 garçons. Bon, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein, dans la young adulte, il y a toujours un triangle amoureux, voilà. Donc, elle hésite entre Maxon, le prince, donc c'est pour ça qu'elle est dans la sélection, et Aspen, son amour d'enfance. Et alors, un chapitre
elle est convaincue qu'elle fera une princesse géniale et que c'est Maxon et personne d'autre. Le chapitre suivant, Maxon il fait quelque chose qui ne lui plaît pas trop, alors elle se dit oh non 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 non, je veux arrêter la sélection, je veux retourner avec Aspen. Le chapitre d'après, finalement Maxon il a une parole gentille, donc en fait je veux bien rester dans la sélection. Enfin voilà, un chapitre sur 2 c'est un garçon et puis le chapitre suivant c'est l'autre garçon. Donc déjà ça m'énerve. Les gens qui changent d'avis comme de chemise, ça m'agace, dans les livres comme dans la réalité d'ailleurs, les gens qui savent pas ce qu'ils veulent, je trouve ça insupportable. Donc voilà, America, je ne la supporte pas, c'est une catastrophe. Ensuite, Maxon, le prince, alors, dans un chapitre, il va déclarer sa flamme à America, lui dire que c'est elle qu'il veut choisir pour le restant de ses jours, c'est elle qu'il choisira à la fin de la sélection, etc. Et puis en fait, on se rend compte que il assure un peu ses arrières avec une autre candidate, quand même, parce que comme il n'est pas sûr des sentiments d'America, il promet la lune à une autre candidate, et puis il fricote avec une autre qui a un physique très avantageux, etc. Bon, je peux le comprendre qu'il mette tous ses atouts de son côté et que, comme il n'est pas sûr des sentiments d'America, il aille voir un peu ailleurs. Mais je trouve que, en fait, ces deux personnages n'ont pas du tout des comportements crédibles. Voilà, c'est pas du tout naturel, je comprends pas. Pour moi, c'est invraisemblable, ça ne va pas du tout. Le seul personnage que je peux comprendre, à la rigueur, même si je ne l'apprécie pas, c'est Aspen, qui, du début à la fin de l'histoire, se tient à sa façon de penser, à sa façon d'être, il ne change pas. Il est amoureux d'America, il a envie de la récupérer, et voilà, du début à la fin, il essaye de la rallier à ses côtés. Voilà, c'est le seul personnage que je trouve à peu près crédible dans cette histoire, même si je l'apprécie pas plus que ça. Voilà. Donc, et autre point aussi que je trouve complètement stupide, c'est qu'il y a des renégats, des rebelles dans cette société qui sont contre le pouvoir, qui sont contre la sélection, etc. Donc, qui viennent attaquer le palais de temps en temps. Alors, c'est un truc que je comprends pas du tout, c'est que les rebelles arrivent à percer la sécurité, entrent dans le palais, ils foutent un peu le bordel, ils cassent des meubles, ils tuent une ou deux bonnes comme ça, parce que il faut bien qu'il y ait un aspect un peu dramatique, ils tuent aussi un ou deux gardes, parce que voilà, pour montrer que c'était pas si facile d'entrer dans le palais, ils marquent un message sur les murs pour dire on vous rattrape pas, etc. Et puis après ils se cassent, voilà. Ils sont dans le palais, mais non, ils ont foutu le bordel, ils ont cassé des meubles, ils ont tué une ou deux personnes, puis voilà. Au revoir, c'est bon, on a fait notre petit truc, on s'en va. Et puis 2 jours après, hop, il recommence. Alors, je trouve ça quand même assez énorme que dans un palais comme ça, a priori, c'est quand même les dirigeants du royaume, donc la sécurité a l'air complètement nulle, puisqu'ils sont quand même au courant qu'il y a des rebelles ou des renégats dans les alentours, mais à chaque fois qu'il y a une attaque, les rebelles arrivent à rentrer dans le palais et arrivent à foutre le bordel. Mais à chaque fois qu'ils rentrent dans le palais, ils se contentent de casser 2-3 trucs et de tuer 1 ou 2 personnes. Mais, je sais pas, moi, si j'étais un groupe de rebelles, une fois que je suis dans le palais, si j'ai envie de tuer le roi, la reine, ou le prince, ou les filles de la sélection, je partirais pas tant que ça serait pas fait. Je partirais pas pour me dire je reviens dans 2 jours et je recommence. Je trouve ça complètement stupide, pas crédible pour un sou, je comprends pas. Enfin bref. Voilà. Donc un 2e tome qui certes se lit bien, détend, anti-neurones, etc. Mais alors niveau fond, consistance, je trouve ça complètement nul. Maintenant que j'ai commencé, je lirai le 3e tome quand il sortira, parce que si c'est une trilogie, ça serait bête d'avoir lu les 2 premiers tomes et pas connaître le 3e, pas connaître la fin. Mais en tout cas, c'est pas du tout une saga que je conseille et que je garderai dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, j'ai commencé hier soir Une guitare pour 2 de Mari Amato. Donc c'est un livre aussi young adulte, enfin là ce sont des épreuves non corrigées comme vous pouvez le voir. Et par contre là, pour le moment, ça me plaît assez. Alors, pourtant, c'est assez cliché, etc. Mais en fait, je me rends compte que les livres young adultes qui se déroulent dans notre monde contemporain, avec des histoires d'amitié, d'amour, etc., ça ne me gêne pas, ça passe plutôt bien. J'aime assez. Mais alors, par contre, la young adulte qui se veut SFFF,
science-fiction, fantastique, fantasy, je trouve ça très souvent assez nul, puisque on prétexte un univers imaginaire juste pour balancer une histoire d'amour, souvent pas du tout originale et pas du tout crédible. Alors que quand on... Enfin, je sais là à quoi m'attendre, quoi. C'est dans un monde contemporain, donc déjà je peux pas être déçue par l'aspect imaginaire, puisque imaginaire il n'y aura pas. Donc déjà, ça c'est un bon point. Et voilà, je sais à quoi m'attendre. On est dans un lycée américain, entre 2 ados, une fille et un garçon. Donc je pense que je ne serai pas déçue, et ça commence... Enfin, j'ai lu les 80 premières pages, je crois. Non, 98 en fait, première page. Et pour le moment, c'est plutôt sympa. Alors, c'est l'histoire de... Je connais pas les noms des personnages. Trip, le garçon. Et la jeune fille, c'est Lila. En fait, je les connais, il faut juste que je réfléchisse 2 secondes. Donc lui, il est guitariste et elle est violoncelliste. Lui, c'est le guitariste un petit peu rebelle qui n'a pas d'amis, qui est bizarre, etc. Qui est un petit peu dans son monde. Voilà, c'est un petit peu l'artiste, le cliché de l'artiste, enfin du musicien, du guitariste. Et elle, c'est la violoncelliste, l'élève parfaite, très belle, toujours bien mise, qui réussit en tout, qui est adulée, etc. Sauf qu'on se rend compte que Lila, elle est malheureuse dans sa vie. Elle fait du violoncelle pour faire plaisir à son père. Elle a une meilleure amie qui est très dominatrice, qui choisit tout à sa place. Et en fait, les deux vont se rencontrer puisqu'ils vont partager la même salle de répétition de musique tous les midis. Donc lui, il occupe la salle de musique les jours impairs et elle les jours pairs. Et donc ils se laissent des petits mots dans la salle de musique et ils font connaissance comme ça. Et j'en suis là. Mais je pense qu'il y a une belle amitié qui va se créer entre eux, peut-être même plus. Mais bon, ça commence bien, c'est plutôt bien écrit. Le garçon est assez second degré dans ses propos, j'aime bien. Et elle, pour le moment, je la trouve un peu mollassonne, mais je pense que ça va changer. Elle va se révéler au fil des pages. Donc pour le moment, voilà, c'est plutôt sympa. J'ai prévu pour les semaines à venir, en fait j'ai tellement de services presse et de livres dans ma palle. J'ai acheté plein de trucs aux Imaginales la semaine dernière que je peine à choisir ce que je veux, et en fait je me suis dit je vais aller un petit peu chercher dans ma bibliothèque, dans les achats un petit peu anciens, et en fait j'ai repéré ce titre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais il me tente beaucoup. Je l'ai acheté je crois en septembre ou octobre 2012 quand j'ai fait une commande aux éditions Voyelle. Donc c'est La Dryade de Corinne Guiteau, donc chez Voyelle. C'est un recueil de nouvelles, pas très très long, et j'ai très envie de lire un recueil de nouvelles en ce moment. J'ai très envie de me replonger dans un livre d'une petite maison d'édition, donc Voyelle. Chez Voyelle, j'ai déjà lu le premier tome des Nécrophiles Anonymes de Cécile Duquesne, premier tome que j'ai adoré. Donc j'espère que ça sera pareil avec La Dryade, qui apparemment est plutôt bon. Donc je vous en parle très bientôt, c'est un recueil de nouvelles, et voilà, j'ai vraiment très envie de lire un recueil de nouvelles en ce moment. L'autre livre que j'ai prévu ensuite, c'est Les Voyageurs des Miroirs. Voilà, de Chris F. Gardaz. C'est l'auteur qui me l'a envoyé. Donc il faut que je le lise assez vite, et là c'est bon, j'ai bien envie de le lire. C'est un livre jeunesse. J'aime bien la littérature jeunesse, donc j'espère que ça passera bien. C'est imaginaire puisque il y a un petit peu de magie dans cette histoire. Voilà, je sais que Kali a bien aimé, c'est pour ça que j'ai accepté de le recevoir, puis parce qu'aussi le pitch me plaisait, je trouve la couverture aussi très mignonne. C'est édité aux éditions du Préau. Voilà, je vous en parle donc dans la prochaine vidéo dans 2 semaines. Hop, je crois que c'est tout, pour une fois c'est pas très très long, enfin en tout cas moins long que les dernières fois. Je vous rappelle avant de terminer cette vidéo que vous pouvez participer au concours du blog, que chaque semaine il y aura des lots différents, mais que les résultats seront tous annoncés à partir du 5 juillet. Voilà. Et je répète le message, si des auteurs, éditeurs ont envie de participer, de s'associer au blog pour cet événement, de gâter les participants avec des livres ou des goodies en tout genre, surtout n'hésitez pas à me contacter, ça sera un
plaisir et je pense que les participants seront ravis également. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes futures lectures et j'espère à très vite pour ma vidéo de bilan de mes acquisitions et bilan de mes lectures du mois de mai, oui parce qu'on est en juin déjà. Voilà, j'aurais bien aimé la tourner ce soir mais je suis pas sûre d'avoir le temps, donc vous l'aurez peut-être ce week-end mais pas certain. J'essaye de faire ça au plus vite, je vous tiens au courant sur la page Facebook. Voilà, bonne fin de semaine, bonne lecture et à très bientôt.